Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents à ce webinaire des assises des délais de paiement. On va traiter de nouveau d'un sujet très important en ce moment et je vais revenir tout de suite sur ce sujet. On a le plaisir de ce webinaire que soit organisé par Elisphère et je remercie Alain Luminard qui présentera la société, bien sûr, Elisphère tout à l'heure, d'être avec nous. Les chiffres en ce moment sont extrêmement mouvants et sont extrêmement soit inquiétants, soit rassurants. Il est difficile de trouver une bonne analyse de l'ensemble de ces chiffres. J'ai pris un exemple et je vous invite à le faire. Vous pouvez aller sur le site du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Vous avez un observatoire de la défaillance d'entreprise qui est très, très bien fait au niveau statistique. Et ce qu'on constate dans la presse, en disant il va peut-être y avoir explosion des défaillances d'entreprise, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Par contre, on a un focus qu'on n'a pas regardé, en tout cas les analystes dans la presse, c'est que le nombre moyen de salariés par procédure collective a fortement augmenté cette année par rapport à l'année dernière. Le calcul que j'en ai fait, c'est que pour une procédure collective l'année dernière, c'est-à-dire au 19 avril 2020, la moyenne des effectifs, c'était 12 salariés. Eh bien, au 19 avril 2021, la moyenne des salariés, c'est 23. Donc, ça a beaucoup augmenté. Quand on regarde les LJS, notamment, ont énormément augmenté. Les LJS, c'est des liquidations judiciaires pour lesquelles il y a très peu d'actifs et donc ça touche essentiellement les sociétés de services. Donc, c'était vraiment important. Il nous a semblé effectivement avec Elisphère de faire un point précis sur l'utilisation de ces indicateurs et vous allez voir qu'ils vont vous amener, enfin Alain va vous amener beaucoup d'informations intéressantes et qui vont vous servir tout à fait concrètement. Donc le thème de ce webinaire, c'est maîtriser les délais de paiement est un gage de la bonne liquidité des entreprises. Mon cher Alain, à vous. Merci Jérôme, bonjour à tous. Donc je suis Alain Luminel, je suis responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Donc nous allons commencer la présentation. Hop. Donc présentation, qui sommes-nous? Donc bon, Elisphère, c'est une entreprise qui est à la fois très ancienne, donc on existe depuis plus d'une centaine d'années sur le domaine de l'information. Alors à la fois très ancienne, mais également, je dirais, très récente et très jeune dans son état d'esprit. Donc aujourd'hui, nous sommes présents sur, bien sûr, le marché français, mais également sur l'international avec notre réseau qui s'appelle BigNet. Donc nous couvrons plusieurs domaines d'expertise, la conformité, la gestion des risques, les fournisseurs, le data marketing. Alors, on a un positionnement qui est très axé sur l'expertise. Quand on regarde finalement notre chiffre d'affaires qui avoisine à peu près les 50 millions, on a 300 collaborateurs, ce qui paraît finalement assez élevé. Ça n'a aucun impact, bien sûr, sur notre marge et notre positionnement est très focus sur l'expertise. Donc, on a différents domaines d'expertise. On a une grosse expertise sur la partie data scientist, sur la partie économique, sur la partie également financière. Et donc, pour nous, c'est un leitmotiv qui est important. Donc, on a plusieurs pôles d'excellence et puis on a 3 grands sites aujourd'hui. On a le site de Nanterre, on a le site de Lyon et nous avons toute notre informatique qui se trouve sur Tours. Alors, comment va se présenter ce webinaire? On va faire un rappel assez rapide du contexte parce que finalement, le contexte, on le connaît, on le connaît tous. On va revenir sur la fragilité des entreprises et quels sont les marqueurs 2019 à considérer. Donc, pourquoi 2019? Parce que c'est toujours intéressant d'intégrer quand même des éléments du passé pour finalement analyser la situation présente et anticiper sur la situation à venir. Donc, on fera un focus avec ces marqueurs 2019. Et puis, on s'interrogera bien sûr sur la santé des entreprises, sur 2020 et surtout sur 2021, et vers une dérive qui sera certainement probable du crédit interentreprise. Et puis après, je me soumettrai bien sûr au jeu des questions-réponses.
Contexte rapidement, on l'a déjà dit et redit, un faible niveau de défaillance d'entreprise en 2020. On sait pourquoi. Il y a eu des aides qui ont été massives de la part de l'État. Il y a eu deux piliers finalement au niveau de ces aides. Un pilier qui est venu soutenir un peu l'activité de l'entreprise. Ce sont les fonds de solidarité. Donc, ça a permis en tout cas de maintenir un certain niveau de marge malgré la baisse du chiffre d'affaires. Et puis le deuxième pilier qui est venu conforter la liquidité finalement du bilan des entreprises sous la forme donc des prêts garantis par l'État. Donc, qui ont été massifs et qui ont été vraiment présents sur toute la typologie des entreprises, quelle que soit leur santé financière. Donc, ça soumet déjà une première question. On va se dire que l'endettement lui-même n'est pas un problème. Ce qui risque de poser problème, bien sûr, ça va être la capacité de ces entreprises qui étaient fragiles, qui ont bénéficié d'un PGE, à pouvoir rembourser finalement leurs dettes. Une temporalité de plus en plus difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce que souvent des sociétés comme les nôtres, on a un score qui est basé finalement sur un certain nombre d'éléments passés. Donc il y a tout un apprentissage finalement de nos algorithmes par rapport à des éléments passés. Et puis par rapport à la crise, on a eu un taux de récession qui était relativement fort, de l'ordre de 8-9%. Donc il n'y avait pas de comparaison avec une telle crise. Quand on se remémore la crise de 2008, on était sur une récession de 3%. Et puis, on risque d'avoir une reprise très, très forte dans certains secteurs d'activité qui ont été très pénalisés sur 2020. Donc, une temporalité de plus en plus difficile à maîtriser, et ce, d'autant plus que finalement, le bilan 2020, on va avoir du mal à l'interpréter parce que la solidité sera là en 2020, mais quand on reçoit un bilan 2020, il y a toujours un écart entre le moment où on reçoit le bilan et puis finalement le moment où le temps présent. Donc, c'est pour ça que souvent des sociétés comme les nôtres, on a ajouté finalement à notre score des attributs pour marquer un peu cette notion de conjoncture et de vraiment prendre en compte les impacts de la crise. Donc, nous, chez l'ISFER, on a développé ce qu'on appelle l'indice de résilience. D'autres indices ont certainement été développés chez nos concurrents, tout ça pour rester le plus pragmatique possible et en tenant surtout compte de l'évolution sectorielle. Donc, des comptes 2020 qui seront difficiles à interpréter. Pourquoi? Parce que je me mets dans la situation finalement d'un crédit manager, d'un analyste qui se dit, ben voilà, il y a un chiffre d'affaires qui baisse de 50, de 60%, les marges ne sont pas là, mais il y a beaucoup de trésorerie. C'est un bilan que j'ai reçu de 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, aujourd'hui, est-ce que cette société peut rebondir? Est-ce qu'elle est en état de rebondir? Est-ce que le PGE, finalement, c'était un PGE de précaution, ce qui permet finalement d'anticiper ce rebond pour une entreprise? Ou bien cette PGE qui est venue peut-être marquer déjà des faiblesses qui existaient dans le passé et qui va finalement ne couvrir que des besoins qui vont être primaires sur 2021 et que l'entreprise, finalement, risque de déposer son bilan sur les prochains mois. Donc, on a des grandes questions là-dessus. Et puis, surtout, sur comment isoler un PGE, finalement, dans les comptes 2020 pour peut-être avoir un niveau de liquidité hors PGE qui soit beaucoup plus cohérent. Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, sur lesquelles on va pouvoir s'interroger au cours de ce webinaire. Alain? Oui. Première petite question que je pose comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que finalement aussi le rapport des commissaires aux comptes va être particulièrement important? Oui, tout à fait. Il faut une bonne lecture du rapport du commissaire aux comptes. Après, quand on raisonne en masse sur des portefeuilles clients, c'est difficile finalement de questionner et finalement d'isoler finalement telle et telle entreprise. Ça dépend un peu des enjeux. Aujourd'hui, on raisonne sur des portefeuilles qui sont quand même assez quantitatifs. Et donc, c'est pour ça que cette notion de scoring est importante. Et cette notion de commissaire aux comptes, on peut l'avoir, mais il faut vraiment rentrer, je dirais, au cœur du dossier. Et ça, c'est plus du cas par cas, en fait, qu'une étude un peu plus quanti sur un portefeuille. Mais effectivement, Jérôme, vous avez raison, c'est tout à fait révélateur.
le premier marqueur à considérer finalement, et on l'a appris, c'est les marqueurs qui permettent d'avoir une vision assez cash de l'entreprise. Pourquoi? Parce que on a souvent dans notre score toute une batterie de ratios. Finalement, on se dit c'est sécurisant. Plus on a de ratios, finalement, plus c'est pertinent. Donc on a finalement une première analyse avant crise qui était une analyse assez quantitative finalement des ratios. Donc on avait des ratios qui étaient finalement retraités ou pas, des ratios qui étaient des purs ratios de l'orthodoxie financière, des ratios qui prenaient en compte peut-être une image un peu fonctionnelle de l'entreprise. Donc voilà, on a une batterie de ratios qui existe aujourd'hui, qui peut représenter 300 ratios. Et finalement, avec des scores de troisième génération, on disait finalement l'algorithme va venir chercher finalement le bon ratio, le ratio que l'analyste ne pourrait peut-être pas voir comme ça à l'œil nu, mais nous peut-être en comparaison de certains secteurs d'activité, on pourra voir effectivement qu'il y a une certaine faiblesse. Donc là, on était finalement dans une analyse assez fine. Et puis, on s'aperçoit qu'à cette analyse finalement assez quantitative des ratios, on revient petit à petit à une analyse beaucoup plus qualitative. Dans cette analyse qualitative, on s'aperçoit qu'il faut vraiment recadrer les ratios sur la vision cash de l'entreprise et donner plus de valeur à certains ratios par rapport à d'autres qui sont contre-intuitifs pendant la crise. Donc là, on commence à bien sûr faire un premier focus sur des ratios qui ont une vision cash qui est beaucoup plus pertinente. Donc là, on va parler par exemple de la marge coût d'exploitation, on va parler également de la liquidité au bilan, et puis on va également s'interroger sur la bonne ou la mauvaise gestion du besoin en fonds de roulement. Parce que c'est important quand vous avez une société qui a beaucoup de trésorerie, il faut voir un peu si cette trésorerie finalement, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est responsable, ou est-ce qu'elle est due finalement à une dérive du crédit fournisseur. Donc c'est important de mesurer en fait le fait que la société soit responsable par rapport à ses fournisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une chaîne économique derrière qui s'ensuit. Donc, les marqueurs 2019 à considérer, et ça c'est le premier niveau d'analyse à faire, c'était déjà de voir comment la société se trouvait avant la crise. Donc la première notion qu'il faut considérer, c'est la notion bien sûr de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai un tableau de bord de chiffres clés d'une société qui publie ses comptes sur 3 ans. Donc sur lequel la première chose à considérer, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. Donc on part d'un chiffre d'affaires qui est ici de 183 millions d'euros, qui est en recul finalement depuis 2 ans de l'ordre de à peu près 13%. Donc ça, c'est l'évolution du chiffre d'affaires qui est importante parce que un chiffre d'affaires peut également être en progression. Il faut surtout s'intéresser si la société finalement génère du cash au niveau de son exploitation. Donc le premier marqueur finalement que vous devez considérer et qu'on doit considérer, ça va être l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est la 3e ligne. Donc vous avez le chiffre d'affaires hors taxe, vous avez l'export et vous avez l'excédent brut d'exploitation, qui représente pour cette société 2,11%, donc c'est négatif. Ça représente une perte de moins 3 millions. Alors pourquoi plus l'excédent brut d'exploitation, qu'on nomme également EBITDA, qui se rapproche de l'EBITDA dans les pays anglo-saxons? Pourquoi plus le BE que le résultat d'exploitation, que le résultat courant, que le résultat net? Parce que l'excédent brut d'exploitation, par rapport aux autres résultats, c'est vraiment une vision cash de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous gagnez de 200 000 euros en excédent brut d'exploitation, vous ouvrez votre tiroir caisse, vous avez véritablement 200 000 euros. Alors pourquoi cette vision cash? Parce que l'excédent brut d'exploitation ne va prendre en compte que les produits qui sont encaissables au niveau de l'exploitation, bien sûr votre chiffre d'affaires, mais également des subventions, et puis va prendre en compte que les charges qui sont décaissables. On va prendre en compte tous les achats de matières premières, les achats de charges externes, les frais personnels. Il ne va pas prendre en compte tous les charges qui sont calculées, donc tout ce qui est dotation aux amortissements, dotation aux provisions, ni les reprises sur provision. Donc vraiment, c'est une vision vraiment très liquide du compte de résultat. Donc c'est le premier marqueur à considérer. Donc là, sur cette société, globalement, on voit que le BE finalement est négatif. Il est de l'ordre de moins 2,11%. Il aurait pu être positif.
Et la question qu'on doit se poser, c'est de se dire, quand il est négatif, de combien de points finalement je dois rattraper sur les exercices à venir le niveau de marge pour que l'entreprise soit profitable. Et puis, s'il est positif, c'est de se dire finalement quel est le bon niveau de la marge brute d'exploitation. Pourquoi? Parce que quand vous avez une marge des brutes d'exploitation qui est positive, de l'ordre de 2%, c'est pas la même chose d'avoir 2% de marge pour un supermarché que 2% pour un équipementier automobile. Donc, on va passer à la slide suivante. Très bien. Alors, pourquoi c'est important? Les marqueurs, donc là, je suis sur le marqueur à considérer, parce que l'EBE, finalement, a un impact sur le cash flow qui est lié à l'exploitation. Vous voyez ici que sur cette société-là, j'ai un cash flow qui est lié à l'exploitation, qui est négatif, qui est de l'ordre de 3,8 millions, avec une variation négative du besoin en fonds de roulement qui est de l'ordre de 659 000 €. Donc c'est important et c'est ce que regardent en premier les banquiers aujourd'hui, c'est de se dire, quand vous avez des cash flows liés à l'exploitation, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Et quand ils sont positifs, ils vont s'interroger, c'est de se dire finalement, est-ce dû à un niveau, est-ce dû à de la marge? Parce que la marge a un caractère un peu récurrent dans l'activité, ou est-ce dû finalement à une variation du besoin en fonds de roulement? Alors, vous pouvez avoir des cas où vous avez des cash flows qui sont liés à l'exploitation, qui sont fortement positifs, avec une marge qui est relativement faible, et c'est dû simplement à une variation du besoin en fonds de roulement. Alors, la variation du besoin en fonds de roulement, et surtout dans les conditions qu'on va vivre en 2020-2021, ça peut être peut-être une dérive du crédit fournisseur. Donc, une dérive de crédit fournisseur qui va finalement vous générer une ressource sur le bas de bilan. Vous pouvez vous trouver avec des cash flows qui sont positifs, tout simplement parce que vous avez une variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation qui est favorable. Moi, je me rappelle dans le passé, quand je visitais les sociétés, durant la crise, notamment en 2008, quand ils me montraient leur plan de trésorerie, ils me montraient ce que vous voyez là. Ils me disaient, regardez, monsieur Luminel, j'ai énormément de trésorerie. Et finalement, vous nous faites beaucoup de misère. Donc, effectivement, quand je regardais les cash flows de la société, il y avait une variation du besoin en fonds de roulement qui était relativement forte, tout simplement parce que la société ne payait pas ou ne payait plus ses fournisseurs. Et puis derrière, bien sûr, il y avait une marge qui était faible, en tout cas insuffisante. Donc, la réponse finalement que je faisais à ces chefs d'entreprise, je leur disais qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont des cash flows positifs, mais que demain, cette situation n'allait pas perdurer, qu'ils allaient probablement perdre leurs fournisseurs s'ils ne le réglaient pas d'une manière un peu plus responsable, ou bien leurs fournisseurs allaient déposer le bilan. Donc ça, cette notion de cash, elle est très visible aujourd'hui à travers cette notion de marge et cette variation du besoin en fonds de roulement. Donc c'est important aussi d'intégrer des éléments du passé pour voir un peu comment les sociétés ont évolué sur 2020. Et de déterminer finalement la fragilité d'une société. Donc une société qui est plutôt mal rentrée dans la crise, c'est une société finalement qui aurait un niveau de marge qui serait relativement insuffisant. Alors, pour revenir sur la marge, quel serait le bon niveau finalement de la marge brute d'exploitation? On est assez habitué finalement au bilan comptable de l'entreprise. Donc, un bilan comptable, c'est un bilan traditionnel avec un actif, un passif, un compte de résultat, des annexes qui sont plus ou moins bien saisies. Et pour avoir finalement une bonne idée de la marge brute d'exploitation, il faut retraiter le bilan, ce qu'on appelle en bilan fonctionnel. On part du principe qu'une société, c'est un peu comme nous, elle a trois grandes fonctions. Elle a une fonction d'investissement, elle doit se projeter sur l'avenir, qui dans le bilan fonctionnel est représenté par les emplois stables. C'est grosso modo l'actif immobilisé brut. Cet investissement, il faut le faire financer. C'est ce qu'on appelle les ressources stables. Alors, on le fait financer par des capitaux propres, mais également par de l'endettement moyen et long terme. Et puis, il y a tout le cycle d'exploitation derrière,
qu'on peut décomposer en actifs circulants, que ce soit exploitation, hors exploitation. Alors, comment calculer finalement ce bon niveau de marge brute d'exploitation? Il faut le calculer par rapport à ce qu'on appelle au modèle économique de l'entreprise. Et ça nous permet de calculer l'intensité capitalistique de l'entreprise. Alors, comment on calcule l'intensité capitalistique de l'entreprise? L'intensité capitalistique de l'entreprise, finalement, on va prendre tous ces emplois stables, donc tous ces investissements, on va englober son besoin en fonds de roulement, et puis on va le comparer au chiffre d'affaires. Donc, vous avez des sociétés qui ont une forte intensité capitalistique, qui sont notamment les équipementiers, que ce soit des équipementiers automobiles, des équipementiers aéronautiques, qui sont sur des intensités qui dépassent les 100%. On est sur des niveaux de 120, 130%. Ça veut dire qu'il faut que j'investisse beaucoup. Donc, il faut que j'investisse 130 € pour faire 100 de chiffre d'affaires. Ce sont des marchés qui sont très concentrés. Il y a très peu d'acteurs parce qu'il y a un coût à l'entrée qui est relativement élevé. Et comme il n'y a pas beaucoup d'acteurs et qui doivent beaucoup investir, il faut un niveau de marge qui soit élevé. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on fait chez l'ICER, on détermine des seuils. On se dit que finalement, une société qui est fortement capitalistique, dont l'intensité est supérieure à 100%, il faut qu'elle ait un niveau de marge qui soit supérieur à 10% de marge, à 10% du chiffre d'affaires. Vous avez des sociétés moyennement capitalistiques, donc un peu comme les nôtres, dont l'intensité est comprise entre 50 et 100%. Et le bon niveau de marge à avoir, c'est entre 5 et 10%. Proche de 5%, ça c'est le minimum. Puis 10%, c'est très bien. Et puis vous avez des secteurs qui sont peu capitalistiques parce qu'ils se financent par des opérations de bas de bilan. Ça peut être des supermarchés sur lesquels le seuil acceptable de marge brute d'exploitation, ça représente 2%. Donc la première question que vous devez avoir par rapport à la marge brute d'exploitation, finalement, quel est le bon niveau de marge? Et puis finalement, en 2019, est-ce que j'étais vraiment très éloigné par rapport à la marge que j'aurais dû faire par rapport à mon intensité capitalistique. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc sur la société que je vous ai présentée, la question ne se pose pas, elle était déjà en difficulté parce qu'elle ne générait pas de cash au niveau de son exploitation. Donc là, sur la société, par exemple, que je vous ai citée, l'intensité est de 159 €. Donc là, par rapport à ça, il faut que j'investisse 159 € pour faire 100 de chiffre d'affaires. Je suis sur un seuil qui représente 10%. Donc j'aurais dû avoir une marge brute d'exploitation qui représentait 10% de chiffre d'affaires. Je suis à moins 2%. Donc pour rattraper en fait cet écart, je dois sur 2020 finalement rattraper 12 points de marge, ce qui est énorme par rapport à la conjoncture actuelle. Donc là, on pouvait dire qu'au niveau d'exploitation, il y avait un gros problème sur cette entreprise-là. Alors bien sûr, il y a la perte de chiffre d'affaires, mais pas que. Et il y a peut-être effectivement une problématique au niveau de ses prix, donc peut-être dans l'incapacité de passer des hausses de prix, et puis peut-être également une problématique au niveau de sa structure de coût. Donc ça, c'est le premier marqueur à considérer. L'autre marqueur à considérer, c'est bien sûr l'évolution du besoin en fonds de roulement. Alors, le besoin en fonds de roulement, ce qui est important de savoir, c'est assez global. Et quand on a une vision fonctionnelle, c'est bien de le décomposer entre le besoin de fonds de roulement qui est lié à l'exploitation et le hors exploitation. Alors, pourquoi? Parce que le besoin en fonds de roulement, quand vous regardez finalement dans un bilan comptable, vous prenez le poste créance, donc vous avez finalement les créances clients, vous avez le poste autres créances, vous avez bien sûr en amont, vous avez les stocks, et puis de l'autre côté, vous avez notamment les dettes fournisseurs, vous avez les dettes fiscales et sociales, et vous avez les autres dettes. Donc, tout ça finalement, c'est notre besoin en fonds de roulement, de savoir si finalement l'actif circulant est couvert par finalement les dettes qui sont exigibles à très court terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux postes qui posent problème. Si vous prenez le BFR tel quel, c'est ce poste autre créance que vous allez avoir à l'actif et puis le poste autre dette que vous allez avoir au passif. Alors, pourquoi? Parce que ces postes-là, finalement, il peut y avoir des remontées du groupe. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis sur une société qui gagne beaucoup d'argent. Je vais regarder mon niveau de disponibilité. Je vais dire, finalement, le bilan, il n'y a pas beaucoup de trésorerie de ces entreprises. Et puis, vous remarquez qu'il y a un poste autre créance, finalement, qui est relativement important. Alors, ça vient de quoi? C'est que regardez au-dessus s'il y a un groupe
Et s'il y a un groupe, c'est souvent des remontées de trésorerie finalement de la filiale à la mère pour aider finalement à la mère à porter peut-être sa stratégie industrielle. Donc, si vous prenez ce poste-là dans le BFR, effectivement, ça fausse un peu l'étude. Et puis, parallèlement, vous avez un poste autre dette qui, lui, va recevoir de l'argent de la maison mère, hein, si vous êtes en cash pooling notamment, qui va venir finalement aider sa filiale à avoir un bon niveau de trésorerie. Donc ça, c'est important de mesurer ça, ces deux postes-là. Ça vous permet de mesurer la dépendance finalement de la société par rapport à sa maison mère. Et puis, quand il y a des remontées finalement de trésorerie qui sont un peu trop importantes vers la maison mère et que la liquidité finalement de la filiale est faible, ben, ça quand même interpelle en disant que pourquoi il y a autant de remontées de trésorerie, pourquoi la maison mère ne laisse pas un peu de trésorerie au sein de sa filiale, et ce qui veut dire peut-être que d'autres filiales sont en difficulté. Donc ça, c'est important d'avoir ce niveau-là. Donc, c'est important ensuite, au niveau du besoin en fonds de roulement d'exploitation, de s'intéresser vraiment à toute la partie opérationnelle. Donc, le besoin en fonds de roulement opérationnel, c'est constitué des stocks, des créances clients et notamment aussi du crédit fournisseur. Donc, il faut toujours mettre en corrélation l'évolution du chiffre d'affaires hein, quand on analyse un besoin en fonds de roulement opérationnel. Avec finalement les différents agrégats. Donc là, par exemple, sur cette société, j'ai un besoin en fonds de roulement opérationnel qui évolue plutôt d'une manière négative par rapport à l'année dernière, qui est de l'ordre de 2,33%. Et pourquoi c'est en rouge? Parce que finalement, la baisse du besoin en fonds de roulement opérationnel est bien moins importante que la baisse du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas normal. Donc, il faut un peu s'inquiéter là-dessus. Et à l'intérieur de ce besoin en fonds de roulement opérationnel, je vais regarder comment évoluent finalement mes stocks. Donc là, je vois qu'il y a aussi une problématique de mes stocks. Finalement, mes stocks ne régressent pas beaucoup, de l'ordre de 1%, c'est trop faible. En revanche, effectivement, le poste client, lui, se réduit comme le poste fournisseur. Donc ça, c'est une problématique qu'on va avoir à gérer lors de la reprise finalement de l'économie sur des secteurs sur lesquels on va avoir un chiffre d'affaires qui va être boosté. Donc on va avoir un chiffre d'affaires qui va être boosté. On va certainement avoir une problématique de prix. Donc il va y avoir souvent des entreprises qui ne vont pas pouvoir passer des hausses de prix. On va avoir un gonflement du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et la première chose que vous devez faire, c'est de regarder finalement si ce besoin en fonds de roulement d'exploitation, finalement, n'est pas trop élevé par rapport au chiffre d'affaires. Et puis de regarder les différents composants. Parce qu'on va avoir des problématiques du poste client, on va avoir de plus en plus d'argent dehors. Donc, on va avoir un chiffre d'affaires qui aura du mal à se traduire vraiment en disponibilité. Et puis, on peut avoir un crédit fournisseur, finalement, qui risque d'exploser. Donc ça, c'est important parce que quand vous allez regarder une trésorerie d'une entreprise, quand vous allez regarder ses ratios de liquidité, et si vous faites une analyse assez basique finalement en disant la trésorerie c'est fonds de roulement moins BFR égale trésorerie, vous allez effectivement avoir une bonne trésorerie, mais il faut vraiment regarder à l'intérieur les différents agrégats qui composent le besoin en fonds de roulement qui est lié à l'exploitation. Alors, s'interroger aussi comment règle l'entreprise. Est-ce qu'elle règle plutôt bien? Donc là, par exemple, sur l'entreprise qu'on a analysée, elle règle à 68 jours. Donc, c'est se dire, finalement, c'est bien, c'est pas bien. C'est toujours mettre en corollaire comment on règle l'entreprise, ses fournisseurs par rapport à son secteur d'activité. L'intérêt, c'est d'avoir des comparables, de mesurer déjà les variations de l'entreprise année sur année, parce que vous avez des secteurs d'activité sur lesquels vous avez des délais de paiement qui sont longs, mais qui sont explicables. En revanche, ce qui ne serait pas finalement tolérable, c'est les fortes variations du crédit fournisseur d'une année sur l'autre sans des éléments explicatifs. Donc, vous voyez que cette société, elle règle ses fournisseurs sous 68 jours, alors que le secteur, finalement, les fournisseurs de son secteur se font régler à 54 jours. Donc, vous voyez un peu la différence qui est relativement importante.
Et donc cette différence, bien sûr, va venir alimenter favorablement la trésorerie de l'entreprise. Une notion qui est essentielle, c'est la notion de liquidité de l'entreprise. C'est quoi la liquidité de l'entreprise? Alors, on confond souvent la liquidité avec la trésorerie de l'entreprise. Quand on regarde finalement la trésorerie de l'entreprise, on se dit, bah, finalement, cette société, elle a beaucoup de trésorerie, elle a 3 millions de trésorerie, donc elle est liquide. Il n'y a pas de problème, elle pourra faire face à ses engagements. Et ça, c'est la grosse erreur finalement à faire. La trésorerie d'une entreprise, ce n'est pas la liquidité de l'entreprise. La liquidité, c'est quoi finalement? La liquidité, ça correspond à une situation de cessation de paiement. Ça signifie que quand l'entreprise, avec son actif qui est disponible, avec ses créances clients, avec ses stocks, avec sa disponibilité, elle peut ou pas ne faire face à son passif exigible. Ce sont ses dettes fournisseurs et ses dettes fiscales et sociales. Donc, quand on va regarder les marqueurs à considérer, finalement, en 2019, on va regarder que la liquidité d'une entreprise est plutôt bonne. Quand je dis bonne, ça peut être supérieur à 1. Alors, dans l'orthodoxie financière, il existe deux ratios de liquidité. Le premier ratio de liquidité, c'est la liquidité générale. Donc ça prend en compte en fait les stocks. Et puis vous avez un deuxième ratio qui s'appelle la liquidité réduite, qui lui ne prend pas en compte les stocks. Donc nous chez l'ISFER, on a créé un troisième ratio qui est le ratio de liquidité réduite d'exploitation, parce que on voulait évacuer les stocks. Parce que les stocks, on ne sait pas trop finalement ce qu'on va trouver dedans. Et puis, on a évacué également le poste que je vous ai cité tout à l'heure, haute créance, autre dette, pour avoir vraiment une notion très liquide. Donc, on s'aperçoit que finalement, pour avoir une bonne liquidité, il faut avoir une liquidité réduite d'exploitation de l'ordre de 0,50. Et donc, par rapport à ça, on mesure donc cette notion de liquidité. Donc, c'est important par rapport déjà à 2019, par rapport à ces deux marqueurs, voire trois, de se dire quel était le bon niveau de marge de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, quel aura été le niveau souhaitable de marge, s'interroger sur la liquidité de son bilan, et puis de s'interroger si cette liquidité est saine ou bien est-ce dû finalement à une dérive de son crédit fournisseur. Alors, on a une grosse crainte sur les bilans 2020 et sur les bilans 2020, on a beaucoup de doutes. La situation, finalement, un bilan standard devrait faire apparaître un niveau de chiffre d'affaires plus faible qu'en 2019, avec un niveau de marge d'exploitation qui sera également plus faible, d'où recul effectivement du volume d'affaires, et qui seront probablement encore basses en 2021. On devrait avoir un niveau de besoin en foudroiement qui est souple. Pourquoi? Parce que on a un cycle d'exploitation qui a fonctionné au ralenti, mais qui va se dégrader finalement probablement fin d'année 2021, voire 2022, parce qu'on va avoir des reprises d'activité qui seront très fortes, je pense dans le secteur par exemple de l'événementiel, mais pas que. Pourquoi? Parce que sur certains secteurs qu'on a catégorisés chez nous et l'ISFER en S3, parce qu'il y avait des pertes de chiffre d'affaires importantes, il va y avoir des reprises qui seront relativement fortes. En conséquence, sur les comptes 2020, on l'a tous vu, hein, sur les comptes 2020, ça tient aujourd'hui. On a finalement eu très peu de défaillances en 2020. Pourquoi? Parce que la liquidité était là et elle a été aidée par des aides diverses et notamment les PGE. Et puis la conséquence à avoir sur 2021, on devrait avoir un cash flow lié à l'exploitation qui va être encore insuffisant. Donc on devrait avoir des marges qui sont faibles. Et puis on va avoir un flux de financement qui n'était pas utilisé bien sûr en 2020, qui va commencer à se réduire un peu avec les remboursements des PGE en 2021 voire 2022, et donc on va avoir des sociétés qui vont être très endettées financièrement. D'où la tentation que je mets pour certaines entreprises pour ne pas finalement piocher trop dans leur trésorerie, de dériver finalement sur le crédit fournisseur et de jouer sur le crédit entreprise. Donc on risque d'avoir des délais clients qui risquent de s'allonger. Pourquoi? Parce que
on va avoir finalement des entreprises qui vont se dire c'est bien, on va pouvoir faire du chiffre d'affaires, on y va, on a des demandes, etc. Attention, il faut que le chiffre d'affaires soit rentable et pas trop d'argent finalement, pas trop d'argent dehors. Et puis de l'autre côté, on va avoir peut-être une dérive vers les crédits fournisseurs parce qu'on va avoir des fournisseurs qui auront de plus en plus de mal à se faire payer en temps et en heure. Donc ça, c'est un peu la cartographie de ce qu'on risque de trouver sur 2020, sur les comptes 2020 et 2021. Donc les ratios clés qui sont importants, ça serait de calculer la liquidité de l'entreprise. Comment la calculer finalement sur les comptes 2019 ? On va la recalculer sur 2020, mais il faudrait isoler en fait le flux de financement de 2020 qui s'apparente au PGE. Donc le PGE, c'est très difficile d'avoir cette information. On l'a au niveau des grandes entreprises, mais au niveau de la majorité des entreprises, on n'a pas cette information comme quoi la société a opté pour un PGE ou pas. Donc bénéfice du doute. On va mesurer cet impact du flux de financement, on va finalement l'annuler, on va considérer globalement que cet impact de flux de financement pourrait correspondre aujourd'hui à l'obtention d'un TGE. Donc on va mesurer la liquidité réduite d'exploitation hors PGE, en se disant la chose suivante, finalement une entreprise, si j'ai un ratio de liquidité réduite d'exploitation hors PGE qui reste bon en 2020, si j'ai obtenu un PGE, finalement, ce PGE va me permettre de rebondir d'une manière relativement sereine. Si j'ai une liquidité réduite d'exploitation, finalement, qui est insuffisante hors PGE, je vais partir du principe que ce PGE va me permettre aujourd'hui de régler quelques besoins qui sont des besoins primaires, mais qui vont pas me permettre demain de rebondir d'une manière sereine dans cette période de post-crise. Alors, la question, c'est de se dire aujourd'hui comment finalement isoler ce PGE dans le bilan 2020. Donc ce PGE dans le bilan 2020, on va le retrouver. Alors là, je vous ai mis 2019, mais on va le retrouver en fait dans le poste emprunt et dette auprès des établissements de crédit. Donc on va retrouver ce poste en 2020. Et pour capter ce flux de financement, on va regarder ce poste-là sur l'exercice précédent, sur 2019. Donc là, par exemple, sur cette société-là, on voit qu'il y avait un poste, au niveau d'emprunt qui est de l'ordre de 9 545 000. On va s'intéresser finalement par rapport à une annexe qu'on aime bien quand elle est bien renseignée, qui est l'annexe 8. On va isoler le service de la dette, ce que l'entreprise aurait dû payer, devrait payer au niveau de service de la dette sur l'exercice précédent. Donc, pour retrouver cette information dans l'annexe 8. Et donc, ensuite, donc là, par exemple, vous avez cette donnée à 1 an au plus. Donc, le service aujourd'hui de la dette sur cette entreprise, c'est de l'ordre de 2 565 000 plus les 2 230 000. C'est ce que j'aurai à payer. Donc, en fait, ce service de la dette-là, vous allez l'enlever. Donc, ça doit être sur la slide suivante. Je reviens sur ma slide précédente. Tac. Donc, ce service de la dette, vous allez l'enlever du poste emprunt et dette auprès des établissements de crédit sur 2020. Et puis, une fois que vous avez enlevé ce poste-là, vous allez comparer les deux postes. Et donc, ça va vous permettre finalement d'isoler le PGE. Donc ça, c'est les travaux que nous menons aujourd'hui, nous, chez Elisphère. Alors, sur les différents webinaires, je vous avais dit, une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit fonctionner sur 2 jambes qui sont solides. La première jambe, c'est la marge brute d'exploitation, donc on en a déjà parlé, qui doit représenter finalement, en fonction de l'intensité capitalistique, un certain pourcentage du chiffre d'affaires. La deuxième jambe qui va compenser finalement une situation qui peut être difficile, c'est la liquidité au bilan. Donc on avait, nous, sur la deuxième jambe, parlé de liquidité réduite d'exploitation,
ce qu'on va faire sur les travaux que nous menons, c'est qu'on va calculer ce ratio de liquidité réduite d'exploitation hors PGE pour derrière déterminer une capacité de rebond. Tout simplement pour vous dire que on a une approche qui était très quanti de nos ratios au départ. On a commencé à qualifier finalement certains ratios par rapport à l'arrivée de la crise, avec création de ce ratio de liquidité réduite d'exploitation. Et là, on arrive sur une autre phase où on va encore qualifier finalement une nouvelle fois ce ratio de liquidité réduite d'exploitation en isolant finalement des informations qui sont inhérentes à la crise, comme les PGE et éventuellement des aides. Pour tout ça, pour avoir une donnée vraiment fiable de la santé financière d'une entreprise. On arrive à la conclusion, cher Alain. Oui, juste pour vous dire que l'endettement n'est pas un problème, mais il pourrait l'être pour les entreprises qui sont mal rentrées dans la crise. Donc, le ratio clé également à ne pas oublier, ce sont le ratio de la capacité de remboursement. Souvent, c'est un ratio qui est calculé en fonction de la CAF, donc la capacité d'autofinancement. Nous, on préfère la calculer par rapport à l'excédent brut d'exploitation et le seuil acceptable aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3-4 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'endettement ne doit pas être supérieur à 3 ou voire 4 fois l'excédent brut d'exploitation. Le ratio à prendre également en considération, c'est le ratio d'endettement de l'entreprise. C'est intéressant de regarder la dette nette de l'entreprise, la dette nette 2020 par rapport à ses capitaux propres. Ces capitaux propres que vous pouvez retraiter des comptes courants d'associés si vous le voulez. Et puis de regarder par rapport au comparable du secteur. Et puis, bien sûr, de regarder le profil payeur de l'entreprise avant la crise. C'est-à-dire que ça avait un profil payeur qui était déjà non responsable avant la crise. Elle payait mal ses fournisseurs, etc. Il est très probable que cette situation et que ce mauvais réflexe va perdurer durant cette crise. Et puis, bien sûr, analyser les principales composantes du ratio de liquidité, le délai client, combien de temps faut-il finalement au chiffre d'affaires pour se transformer en trésorerie, puis le crédit fournisseur, donc l'aptitude de l'entreprise à être responsable. Merci Alain. Donc, on a quelques questions. La première, c'est une question rappelant sur le site dont j'ai mentionné au démarrage de ce webinaire. J'ai répondu, donc c'est le cngtc.fr et l'onglet c'est Observatoire. Je rajoute que l'information est en open data, donc vous pouvez aller la prendre. Vous verrez, il y a beaucoup d'informations. Et pour rejoindre ce que vous avez dit à juste titre, Alain, quand on regarde les défaillances d'entreprise, notamment sur ces statistiques, on s'aperçoit que eh bien, dans plus de 70% des cas, les capitaux propres sont, le capital de l'entreprise, les capitaux propres sont inférieurs à 10 000 euros. Donc, ce qui est effectivement se pose la question de l'endettement. Et quand on sait qu'elles peuvent avoir des PGE jusqu'à 50 000, 60 000, etc., ça pose effectivement pas mal de problèmes plus tard. L'autre question que peut-être pour vous, Alain, sur le rapport du commissaire aux comptes, il nous est dit qu'il n'est pas disponible, pas toujours, et puis il peut y avoir une volonté de le partager. On le retrouve où? Et dans vos informations, vous devez les avoir aussi, je pense. Donc nous, on prend en compte, alors d'une manière quanti, hein, c'est difficile parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, bien sûr, on sait bien réceptionner tous les rapports des commissaires aux comptes sur l'ensemble aujourd'hui des bilans des entreprises. Donc sur cette notion quanti, c'est difficile. Ouais. On le prend en compte lors d'enquêtes que nous faisons réaliser par nos analystes crédit qui vont bien sûr regarder au niveau du greffe, du tribunal de commerce et capter cette information-là. Et on donne la possibilité aujourd'hui à nos clients de le commander par rapport sur notre plateforme Elipro. Très bien. On a une question, je ne sais pas si vous la voyez, de Steen Thompson. Quel est le raisonnement pour définir un taux de marge d'exploitation par rapport à l'intensité capitalistique? Pourquoi 10% et 2%? Alors c'est très simple. Vous n'avez pas les mêmes besoins en marge pour une entreprise qui doit beaucoup investir pour pouvoir pérenniser son activité.
Si vous êtes, par exemple, un équipementier automobile, ben, vous avez des lignes de production et vous devez investir régulièrement. Et donc, vous n'avez pas les mêmes besoins de marge. Pourquoi? Parce que là, vous devez avoir un besoin de marge qui est beaucoup supérieur à d'autres entreprises, parce que si vous n'avez pas un niveau de marge suffisant, vous ne pourrez pas derrière réinvestir. Donc, en fait, quand vous regardez le niveau de marge d'un équipementier, vous ne pouvez pas la comparer à un supermarché, par exemple. Parce qu'un supermarché, vous êtes sur une problématique qui est complètement différente. Vous investissez très peu dans un supermarché. Vous avez des stocks qui tournent très très vite. Vous avez des créances clients qui sont pratiquement au comptant. Et donc vous avez un dégagement qui s'effectue au niveau de votre besoin en fonds de roulement d'exploitation. Vous avez une ressource qui est créée par votre besoin en fonds de roulement d'exploitation, qui est finalement relativement souple. Et donc vous n'avez pas cette même contrainte. Donc, c'est pour ça que quand vous analysez des marges, surtout regardez le secteur d'activité de l'entreprise, regardez son modèle économique. Et si finalement, aujourd'hui, elle se trouve sur un modèle économique qui est finalement celui d'un supermarché, 2%, 3% de marge, c'est très bien. En revanche, de 3% de marge pour un équipementier automobile, demain, il n'existe plus. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces comparables. Et c'est pour ça qu'on pose des seuils sur cette marge-là, parce que ça nous permet finalement de prévoir ce qui peut aussi se passer pour l'avenir. Vous avez des sociétés sur lesquelles vous avez des pertes de marge par rapport à ce que devrait avoir son modèle économique et son secteur, qui est de l'ordre de 10 points. Donc, ça veut dire que si la société n'est pas soutenue par sa maison mère, derrière, il peut y avoir aussi un plan social, donc il peut y avoir des réductions d'effectifs. Ça permet d'anticiper sur des situations à mener au niveau de l'entreprise. Très bien. Une dernière question pour respecter les horaires. Existe-t-il une source d'information collectant la liste des entreprises ayant bénéficié d'un PGE, car ces entreprises sont sous la vigilance du régulateur et se doivent d'être vertueuses dans le paiement de leurs fournisseurs? Non, malheureusement. Alors, il y a une source pour les grandes entreprises, c'est le journal officiel. En revanche, pour toutes les autres qui sont la majorité des cas, on n'a pas de liste malheureusement sur ces entreprises-là. Donc nous, on les collecte. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des cibles. On sait aujourd'hui quelles sont les entreprises sur lesquelles on a le plus de demandes, sur lesquelles elles participent activement à l'économie de l'entreprise. Donc, on travaille par cible. Je vous parlais d'expertise tout à l'heure. Donc, on a des analystes de crédit qui vont réaliser des enquêtes internes. Donc, ils vont interroger les chefs d'entreprise pour savoir si elles ont bénéficié ou pas du PGE et surtout se poser la question en fonction d'un template qui est bien fait, de savoir quel va être finalement ensuite leur fonctionnement. Est-ce qu'elles vont le remonter en 2022? Est-ce qu'elles vont étaler ce PGE? Quel est le signal qu'elles vont envoyer à leur marché? Pourquoi? Parce que si elles étalent peut-être le paiement, il va y avoir une dette financière qui va être aussi importante. Donc, voir si un peu elles ont anticipé cette situation. Alors, il y avait une autre question que je m'apprêtais à poser, mais c'est très bien, Ghislain Verstraete l'a posée. Comment intégrer la déflagration des hausses de prix, matières premières, composants, transport, etc. Donc, c'est vrai que c'est un nouvel handicap, en tout cas sur les mois qui viennent. Hein. Oui, il faudra suivre les agrégats du besoin en fonds de roulement d'exploitation. On risque d'avoir un stock valorisé beaucoup plus haut. Donc, il va y avoir certainement une dérive de cet agrégat-là. Donc ça, il faudra le suivre secteur par secteur et de voir comment cet agrégat va peser sur la trésorerie. Je pense déjà, moi, à un secteur que je connais bien, qui est le BTP. Donc, oui, les entreprises de bâtiments qui auront signé des contrats à prix ferme, ça va être difficile pour eux de terminer le chantier. Hein. Donc, très bien. Et une dernière petite question, c'est vrai que c'est des questions qui sont assez latentes, c'est est-ce que vous avez un taux de disponibilité de bilan 2019, par exemple, de dire, voilà, on a en lecture directe, je ne sais pas, 80%, 60%, etc. Alors, je pense que l'élément important aujourd'hui, c'est pas finalement la disponibilité des comptes, parce que quand on regarde d'un exercice sur l'autre, on a finalement le même nombre de bilans. Ouais.
Ce qui est important, c'est la différence entre aujourd'hui les bilans publics et les bilans confidentiels. Ouais. Et là, on voit très clairement qu'il y a un trend qui est très favorable aujourd'hui au bilan confidentiel. Quand on regarde un peu le nombre de bilans, les bilans confidentiels, ça représente 63% finalement. 63% du total du bilan. Alors, sur la confidentialité, il y a deux types de confidentialité. Vous avez un premier type de confidentialité, ce qu'on appelle la confidentialité totale. C'est-à-dire que là, vraiment, vous ne pouvez pas visualiser cette information-là. Ça correspond notamment à la toute petite entreprise, donc des niveaux de chiffre d'affaires qui sont inférieurs à 700 000 euros, des totals de bilan qui sont inférieurs à 350 000 euros et un effectif inférieur à 10. Donc, si vous avez finalement deux critères sur 3, l'entreprise peut opter bien sûr pour cette confidentialité totale, ce qui pose un problème parce que finalement, vous ne connaîtrez jamais ces chiffres. Et puis, le deuxième type de confidentialité, c'est la confidentialité partielle, sur lequel vous voyez apparaître finalement son bilan, mais vous n'avez aucune information sur son compte de résultat. Donc là, ça touche des entreprises qui sont un peu plus importantes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 12 millions, total bilan inférieur à 6 millions d'euros, et sur lequel vous avez un effectif de l'ordre de 50 salariés. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc nous, on a l'avantage de recevoir ces informations et on les retraite, bien sûr, ou on les prend en compte au niveau de notre scoring. Mais pour vous, en visualisation et en analyse, ça pose un énorme problème. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir déjà une information comme quoi la société a bien déposé ses comptes, mais en mode finalement confidentialité, totale ou partielle, et puis avoir peut-être des premiers éléments d'information. Donc, nous, ce qu'on fait sur les éléments de confidentialité partielle, on essaye finalement d'estimer. Donc, si vous voulez, on part du résultat net, qui est un résultat qui est connu, pour pouvoir finalement remonter au niveau au moins de la marge brute d'exploitation. Et puis, on essaye d'estimer le chiffre d'affaires pour donner une information qui soit pertinente finalement à nos clients. Et puis, sur l'autre type de confidentialité, c'est un peu plus difficile. On arrive à donner des tendances l'un pour l'autre, mais on ne peut pas finalement donner l'information avec exactitude. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Alain de cet exposé, de tout ce que vous nous avez montré. C'était vraiment très intéressant de voir quels étaient réellement les indicateurs à retenir. Et je veux dire que ça a été vraiment très, très enrichissant. Moi, je vous invite à participer au prochain webinaire qui va être très important puisque c'est les assises des délais de paiement des difficultés d'entreprise d'Île-de-France, de la région Île-de-France, en rapport avec la CCI de Paris et Île-de-France. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations, pas mal de témoignages et puis des études. Et donc, vous allez avoir beaucoup de matière à pouvoir utiliser, en tout cas pour les entreprises, sur le crédit interentreprise et les difficultés dans l'entreprise. Merci à vous, merci Alain d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.